Bonjour, vous êtes là? Vous m'entendez? Bonjour, madame. Oui, madame, bonjour. Bonjour. Alors, on va continuer donc sur le chapitre de la FM. Alors, ce qu'on a montré pour le moment concernant les modulations FM, quelle est la principale propriété déjà qu'on a démontré à propos de l'avantage des modulations FM? Est-ce que vous vous rappelez? Elle est robuste au bruit ou linéarité. Linéarité, voilà. Exactement. À propos, c'était bon le devoir, vous l'avez bien passé, c'est bon? Vous êtes là? Vous m'entendez? J'ai dit, vous avez bien passé le devoir, c'était bien? Très long, madame. C'était très difficile. نعم كيفاش؟ مادام طويل ما تنجمش تلقاش الوقت معناها باش تخمم ولا باش تكمل دوار تقعد واحد بين الزوج. ما خدمتوا فيه هذول اللي على بورتي كمان ولا ليه؟ بون فما دي كيسيون على بورتي فما دي كيسيون صعاب. Surtout à quel niveau? À propos de quel exercice, Mané? Qu'est-ce qui vous a posé plus de problèmes? Troisième. Pour que je... Troisième. Vous avez eu du mal, fait troisième? ما ما لقيتش الوقت ما عادش نخمم ولا باش نكمل دوار ولا باش نخمم ولا ما مش. D'accord. Ok. Mais, alors, maintenant, on va revenir concernant comment déterminer l'occupation spectrale d'un signal FM, parce qu'on est resté un petit peu sur ça. On a dit, on s'attendait à ce que le signal FM il soit comment? Elle va être comment, d'après vous, sa largeur de bande, l'occupation spectrale? Est-ce qu'elle va être, d'après vous, on s'attend à ce qu'elle soit plus importante ou moins importante que les modulations AM? Plus importante. Plus importante. Donc, on va essayer d'abord de voir comment calculer le spectre d'un signal FM pour un modulant sinusoïdal. OK? Donc, un modulant sinusoïdal, M de T, il va s'écrire comme A0 cosinus de pi F0T. Donc, le signal FM correspondant, vous allez faire A0 cosinus de pi F0T plus 2pi KFM fois l'intégrale de cosinus. L'intégrale de cosinus, vous l'intégrez sur 0T, vous aurez un sinus. Et du coup, le signal FM, il peut se mettre sous la forme A0 cosinus de pi F0T plus bêta sinus de pi FMT. Alors, avec bêta ici, c'est le coefficient qui est égal à KFM à M sur FM que vous retrouvez par l'intégration. Alors, ce coefficient-là, bêta, c'est ce qu'on appelle pour une modulation FM, l'indice de modulation. On va voir comment l'occupation spectrale de la FM, elle va dépendre de cet indice de modulation. Comme c'est expliqué ici, l'indice de modulation, il affecte l'intensité de la modulation, ou bien, disons, l'effet de la modulation. Plus bêta, il est grand ici,
plus le KFM AM sur FM il est important, plus la phase instantanée elle est importante, et du coup vous aurez un signal de plus en plus avec une fréquence qui est modulée. Alors la déviation maximale de fréquence, je vous rappelle, hein, on l'a définie comme étant de combien s'écarte au maximum la fréquence instantanée de la fréquence porteuse. Dans ce cas-là, bien sûr, pour un modulant sinusoïdal, c'est le KFM fois AM. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la déviation maximale de fréquence dans le cas général, delta F, comment il peut s'écrire? Le delta F dans le cas général, pour un modulant quelconque, comment il s'écrit? C'est vous vous rappelez de la déviation maximale de fréquence? Il s'écrivait comme KFM fois la valeur maximale de la valeur absolue de T, M de T, pardon. Donc ici, valeur absolue, le M de T max, hein, la valeur maximale de valeur absolue de M, c'est bien le A0, quand cosinus il vaut 1. Et du coup, delta F, c'est le KFM fois AM. S'il vous plaît, vous rectifiez ici, hein, le modulant M de T, il s'écrit comme AM. AM cosinus de pi FM. Ça, c'est les paramètres de la porteuse, A0 et F0. Hein. Donc, vous rectifiez, ça, c'est AM cosinus de pi FMT. Alors, donc, la première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est calculer le spectre du signal FM. Sauf quand vous le voyez ici, le sinus, il est à l'intérieur d'un cosinus. Donc, on va avoir du mal pour intégrer. Et d'ailleurs, ça, c'est un signal périodique. Donc, on sait qu'il se trouve dans L2 de R. Donc, vous n'allez pas avoir sa transformée de Fourier en l'intégrant. Donc, là, il va falloir se faire autrement. Donc, on peut réécrire, en fait, la remarque ici, c'est qu'on peut réécrire le signal FM, le cosinus, vous voyez, cosinus de pi F0t plus bêta sinus de pi FM, ça, c'est la partie réelle d'une exponentielle complexe, qui est l'exponentielle J de tout ça. J de tout cet angle-là. Donc, SFM, c'est A0, partie réelle, exponentielle J de pi F0t fois exponentielle J bêta sinus de pi FMT. Alors, si on appelle G de T, c'est le signal exponentiel J bêta sinus de pi FMT, alors cette fonction, d'après vous, est-ce qu'elle est périodique de période Tm? Est-ce que vous voyez tous qu'elle est périodique de période Tm? Oui, non? Oui, madame. Il suffit de remplacer ici T par T plus Tm, vous aurez, c'est le même sinus. Hein. Donc, cette fonction, elle est périodique, donc elle est développable en série de Fourier. Donc, je peux écrire G de T, qui est exponentielle J bêta sinus, comme somme sur n les coefficients de Fourier, que j'appelle ici Gn, fois l'exponentielle, les exponentielles, les éléments de la base, J de pi NFMT. Alors, Gn, bien sûr, c'est le énième coefficient de Fourier. Comment on le calcule? C'est le 1 sur Tm, l'intégrale sur la période, le signal multiplié par exponentielle moins J de pi NFMT. Donc ça, c'est le énième coefficient de Fourier. Dans cette intégrale-là, si on fait le changement de variable V égale 2pi FMT, donc je remplace 2 fois pi fois FMT par V ici et ici, dans l'exponentielle, ici et dans le sinus. Là, l'expression finale, hein, après changement de variable, entre 0 et Tm, l'intégrale va changer
entre 0 et 2pi. Donc, exponentielle J bêta sinus 2pi FM sinus V fois exponentielle moins J NV dV. OK? Alors, donc, une fois le coefficient de Fourier Gn, on a intégré cette fonction sur 0,2pi. Le résultat, normalement, il doit dépendre de quoi? Le résultat de cette intégrale, il va dépendre de quoi? Si vous intégrez par rapport à V, le résultat final, puis J comme en fonction de quoi? Le résultat de cette intégrale, d'après vous? En fonction de n. Puis J en fonction de n, voilà. Et quoi encore? Bêta. Comment? Mais en fonction de quoi encore? On a le n qui est fixé, ça c'est sûr. Une fois que vous avez intégré sur V, le résultat ici dépendra de quoi? Dans l'intégrale. Bêta. Bêta. Donc, ce coefficient-là, en fait, on l'écrit comme Jn de bêta. Il dépend de n et de bêta. Cette fonction, normalement, elle n'a pas de primitive. Exponentielle J bêta sinus V, ça n'a pas de primitive, on ne peut pas le résoudre par intégration par partie. Par contre, toutes les intégrales, vous devez savoir que même si on ne les calcule pas ou on ne donne pas une primitive et on les intègre exactement, mais on peut les approximer numériquement. Donc, cette fonction, ce coefficient, on peut le calculer numériquement en approchant l'intégrale par une méthode d'intégration numérique. Et du coup, on obtient sa valeur Jn de bêta. Donc, cette fonction, le 1 sur 2pi intégrale exponentielle J bêta sinus V moins NV, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n. D'accord? Donc, sachez-le, c'est une fonction qui est tabulée. On a ces valeurs qu'on peut calculer numériquement sans problème en fonction de bêta et indicée par n. Alors, donc, le coefficient de Fourier, ce Jn de bêta, donc, il a certaines propriétés. Alors, les propriétés les plus essentielles, c'est que ce coefficient, on montre qu'il est réel d'abord, bien que ce soit l'intégrale d'une fonction complexe. On montre que le résultat est réel. Donc, Jn conjugué, c'est la même chose que Jn. Vous pouvez le faire, vous prenez le conjugué de ce coefficient, vous aurez ici un moins. Après, vous faites le changement de variable, V' égale moins V, vous retombez sur la même expression. Après, J-N, donc le symétrique de l'indice N, il s'écrit moins 1 puissance N fois Jn de X. Par la même chose, vous pouvez l'expérimenter. Et cette fonction, en fonction de bêta, donc Jn de bêta, les coefficients de Fourier, ils tendent bien sûr vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, module de Jn de x pour toute valeur de x, bêta, etc., eh ben, elle tend vers 0. D'accord? Donc, à la limite, ce qu'il faut savoir ici, donc, que c'est exponentielle J bêta sinus, quelque chose, c'est une fonction, pour récapituler, c'est une fonction qui est périodique, donc développable en série de Fourier, et que les coefficients de Fourier, ils sont connus ici en mathématiques, ils sont obtenus par intégration pour obtenir la fonction de Bessel de première espèce. Alors, c'est bon jusqu'ici? Vous avez des questions? C'est bon?
Alors, donc si on remplace CFM de T, donc c'est A0 partie réelle, et on remplace G de T, on l'a remplacé ici, par son développement en série de Fourier. OK? Donc là, vous avez l'exponentielle fois la somme, vous pouvez rentrer l'exponentielle dans la somme, vous obtenez A0 partie réelle somme sur n Jn de bêta, fois l'exponentielle J de pi, et là vous aurez F0 plus NFM T. Alors, puisque ici on vient de dire que ces coefficients de Fourier Jn de bêta, c'est une fonction qui est réelle, ce sont des coefficients qui sont réels. Donc, partie réelle de la somme, ça va être la somme. Donc, vous pouvez sortir le Jn de bêta de la partie réelle. Donc, partie réelle reste partie réelle exponentielle, là, complexe. Vous aurez ici cosinus de pi f0 plus nfmt. Donc, en utilisant ces développements de fonctions périodiques, on a pu écrire SFM comme la somme de cosinus. Donc, là, cette expression, elle s'apprête mieux pour calculer la transformée de Fourier maintenant. Donc, si on prend la transformée de Fourier de SFM, on va faire la transformée de Fourier de cette somme de cosinus pondérée. Hein. Donc, Madame. Oui. مدام عليه هنا خذينا بارتي ريال بالنسبة للSFM. مش خذيناها نحن ليك نرجع لل alors tu vois ce cosinus là مثلا cos θ. Cos θ c'est quoi cos θ? C'est la partie réelle de exponentielle jθ. Donc c'est juste la manipulation qu'on a faite. Hein? Donc on a écrit SFM c'est A0. Au lieu de l'écrire comme cosinus, on a écrit partie réelle de tout ça. D'accord, madame. Ok. C'est bon, merci. Disons, c'est une astuce pour contourner ici le calcul du spectre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du cosinus, il y a un sinus et ça, ce n'est pas intégrable. Donc, transformée de Fourier de cette somme-là, donc c'est A0, somme sur n. Jn de bêta, je le sors de la transformée de Fourier, fois transformée de Fourier de ce cosinus. Et ça, on sait manipuler. Transformée de Fourier de ce cosinus, c'est bien 1/2 delta f moins f0 moins nfm plus delta f plus f0 plus nfm. Donc, on obtient, ça c'est le spectre donc, du signal FM, particulièrement pour un modulant sinusoïdal. Hein. Donc, ça, c'est rien que pour un modulant de type sinus ou cosinus. D'accord? C'est compris, ça? C'est bon? Donc, comme vous le voyez, le spectre, on l'obtient sous forme ici. Donc là, je vous fais remarquer, le Jn de bêta, c'est un coefficient qui ne dépend pas de T. Hein. Donc, on peut le sortir de la transformée de Fourier sans problème. Hein. Donc, vous voyez que vous obtenez un spectre qui est une somme de distribution de Dirac. Donc, on dit c'est un spectre de Ré. Ré, pour dire l'arrêt spectral, c'est la forme géométrique d'une distribution de Dirac. C'est bon ici pour l'expression du spectre. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions. Non? Ok. Madame? Oui. Pour كان جات مثلا sinus presque نفس l'expression ولا فما حاجة تتبدل؟ Oui. Presque نفس l'expression, oui. C'est à peu près la même chose. D'accord. Merci. خاطر ديما حطوا في بالكم un sinus, c'est un cosinus هو. هكا ولا؟ Juste عندك des phasages puis sur deux, فهمت؟ معناها تنجم ترجع من l'expression من الأول ملي كتبت partie réelle تولي تزيدها تكتب sinus en fonction de cosinus et tu refais la même démarche. Ok?
Oui, madame. Alors, on va tracer l'allure de ce spectre-là. OK? Alors, là, pour tracer ce spectre, l'idée, vous avez des distributions de Dirac. Chacune, elle est localisée où? Où est-ce qu'elles sont localisées, ces distributions? Celle-là. Ça, c'est l'arrêt spectral en quelle fréquence? Qui n'est pas nulle où? En F0 plus? F0 plus? Cette raie spectrale, où est-ce qu'elle n'est pas nulle? F0 plus NFM. F0 plus NFM. Et celle-là, où est-ce qu'elle n'est pas nulle? Moins F0 moins NFM. Voilà. Du coup, donc par exemple, pour n égale à 0, si je prends n égale 0, je vais obtenir quelle raie spectrale? La delta F moins F0 et la delta F plus L0. Donc, ce que vous voyez ici. Vous voyez? Donc là, j'ai l'arrêt F0 et là, moins F0. Alors, l'arrêt en F0, elle va être multipliée par quel coefficient? Donc, je l'obtiens pour n égale à 0. Donc, c'est multiplié par A0 sur 2, valeur absolue de J0 de bêta. C'est ce qui est écrit ici. D'accord? Alors, après, n égale à 1, qu'est-ce que j'obtiens comme raie spectrale? Pour n égale à 1. J'obtiens là F0 plus Fm et là moins F0 moins Fm. Alors, F0 plus Fm, elle est là. Et j'obtiens la symétrique aussi, moins F0 moins Fm. Celle-là. Alors, là, c'est la raie spectrale multipliée par A0 sur 2, valeur absolue J1 de bêta. OK? Et ainsi de suite. À chaque fois, vous remplacez l'indice n par 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Et alors, pour n égale moins 1, j'ai cette raie spectrale-là et celle-là. Ces deux raies spectrales, elles sont multipliées par, normalement, valeur absolue J-1 de bêta. Mais en utilisant les propriétés de Jn, puisque J-n, c'est la même chose que moins 1 puissance n Jn, donc ça, c'est la même amplitude que le module de J1 de bêta. D'accord? Ainsi de suite. Donc, j'obtiens des fréquences éparpillées autour de S0 avec la distance Fm. Vous le voyez tous? Théoriquement, quelle est la largeur de bande de ce signal-là, SFM? D'après ce qui paraît. Infini. Théoriquement, elle est infinie. Pourquoi? Parce que... mais pratiquement, on sait que les coefficients Jn de bêta, ils tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, pratiquement, on pourra considérer comme bande, on pourra tronquer, disons, négliger les raies spectrales dont l'amplitude elle est très, très, très faible. D'accord? C'est bon ici pour le traçage du spectre. Donc, même si théoriquement, la bande du signal FM ici, elle est infinie, théoriquement. Mais pratiquement, on pourra la considérer ce signal FM comme étant à bande limitée. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un certain moment où le JN,
le coefficient GN de bêta, il va devenir tellement faible qu'on pourra le négliger dans cette somme-là. OK? Donc, l'idée maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va choisir comme bande limitée de ce signal FM? Alors, donc, c'est comme c'est écrit ici. Donc, puisque Jn de bêta, il va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini, donc il va y avoir un certain rang ici, du type f0 plus n0 fm, tel que Jn de bêta, il est très très négligeable. Hein. Donc, on pourra négliger toutes les paires de raies qui sont au-delà de cet indice-là, de cet indice N0. Le tout, c'est de décider donc comment on va choisir ce rang-là, ce rang N0. D'accord? Par exemple, ici, sur le schéma, on a gardé ici une seule paire de raies autour de ça, c'est la raie porteuse, ça, c'est la fréquence porteuse. Là, on a gardé juste une seule paire de raies. Et on a négligé toutes les autres. Hein. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est de voir quels sont les critères qu'on pourra utiliser pour négliger certaines paires de raies. Alors, ce qu'on montre, c'est que là, une question. Supposons qu'on garde une paire de raies autour de la raie porteuse. Hein, c'est-à-dire cette paire-là. Bien sûr, il y a toujours le symétrique. Hein. Si on garde une paire de raies autour de F0, implicitement pour vous, ça veut dire on garde le symétrique pour la partie négative. Alors, dans ce cas-là, l'occupation spectrale va être de combien? De grand B. Si on garde la première paire de raies voisine à F0 et on néglige toutes les autres, le grand B va être égal à quoi? 2 FM. 2 FM. Et si on garde deux paires de raies? Si on garde, par exemple, cette paire de raies et la deuxième paire de raies? 4 FM. 4 FM. Donc, si on garde N, l'occupation spectrale, grand N, c'est le nombre de paires de raies. Hein? L'occupation spectrale va être de combien? 2 NFM. 2 NFM. Donc, si on garde, là, on dénote, si on garde N de bêta, pourquoi on le dénote ici par N de bêta? Parce que le fait que je néglige, ça va dépendre de l'amplitude de la paire de raies. Hein? Et cette amplitude, c'est ce qui reste là-dedans, c'est le Jn de bêta. Donc, ça dépend de bêta. Donc, si on garde N de bêta paire de raies, par rapport à F0, symétrique par rapport à F0, alors l'occupation spectrale, elle va être égale à 2 fois le nombre de paires de raies que j'aurais gardé fois Fm. Donc, c'est 2 fois N de bêta Fm. Alors, ce qu'on montre, c'est que si on garde les paires de raies autour de F0, qui contiennent 98% de la puissance totale contenue dans le signal FM, on montre alors que l'occupation spectrale grand B, elle va être égale à 2 fois bêta plus 1 fois FM. Autrement dit, si on va négliger les paires de raies à la limite qui transportent les 2%, hein, donc on va garder les paires de raies qui assurent la puissance du signal gardée à 98%, eh bien, on montre que le grand B, dans ce cas-là, il va être égal à 2 fois bêta plus 1 fois Fm. Cette formule, donc, c'est ce qu'on appelle la formule de la bande de Carson. Donc, vous pourrez l'utiliser pour approximer l'occupation spectrale du signal FM, mais juste pour un modulant sinusoïdal. Hein. Parce que ici, oui. Madame, بالله نجم تعاودنا آخر بارتي كونيكسيون قصت لي.
Alors, j'ai dit si on garde n paires de raies autour de x0, alors on a l'occupation spectrale qui est égale à 2 fois n fois fm. Alors, l'idée ici, il y a plusieurs critères en fait pour décider de garder des paires de raies et négliger d'autres. Alors, l'un des critères, le critère de Carson, il consiste à faire quoi? Il consiste à garder les paires de raies qui contiennent 98% de la puissance contenue dans le signal FM. Le signal auquel vous aurez enlevé les paires de raies et le signal FM sans approximation, chacun d'eux, il a une puissance de 98% de signal. D'accord? Donc, on montre que, on vous évite ici, pas la peine, on ne va pas faire la démonstration pour ça. On montre que, si on décide donc de garder 98% de la puissance dans les spectres, dans les paires de raies qui n'ont pas été négligées, eh ben, l'occupation spectrale, elle peut se mettre sous la forme de bêta plus 1 FM. Donc ça, c'est une approximation de la bande du signal FM qu'on appelle la bande de Carson. Donc, si vous avez la valeur de l'indice de modulation bêta, si vous avez FM, vous pouvez calculer le grand B. D'accord? Est-ce que le bêta, c'est quoi le bêta? On a dit c'est l'indice de modulation. C'est ce qu'on a écrit comme KFM fois AM sur FM. Je vous rappelle. Où est le bêta ici? Si on revient à bêta. Voilà. Voilà le bêta. C'est le KFM. AM, donc c'est l'amplitude du modulant sur petit fm, qui est la fréquence du modulant. Sinusoïdal, parce qu'on est maintenant juste dans le cas le modulant sinusoïdal, tout simplement. Donc, l'occupation spectrale donnée par la bande de Carson, elle va dépendre essentiellement de quoi, d'après cette formule? Quels sont les paramètres qui influencent? KFM. Donc, on a le KFM, et il y a la constante de modulation FM. On a l'AM, il y a l'amplitude du modulant sinusoïdal. Quoi encore? On a FM, la fréquence du modulant, petit FM. OK? Comment vous pouvez augmenter donc l'occupation spectrale? L'occupation spectrale ici, grand B, elle va augmenter avec quoi? Si j'augmente quoi? FM ou bêta. Voilà, c'est l'indice de modulation. Et l'indice de FM, on est la fréquence par le modulant. On est le modulant sinusoïdal. S'il a une fréquence qui est très, très importante, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quoi? Grand B, il va augmenter. Ou bien, si jamais j'ai le AM qui est assez important aussi. Alors, il y a d'autres critères pour approximer, pour décider de garder des paires de raies que d'autres. Il y a aussi le critère qui consiste à retenir dans le spectre les paires de raies dont l'amplitude, dans A0 sur 2 JN de bêta en valeur absolue, dépasse 1% l'amplitude de la porteuse. Autrement dit, pour lesquels le module de JN de bêta il dépasse 1%
module de J0 de bêta. Donc, ça aussi, c'est un autre critère qu'on peut utiliser pour approximer la bande d'un signal FM. En général, ce qu'on montre, c'est que la plupart des cas, la bande de Carson, elle sous-estime la vraie bande du signal, c'est-à-dire elle ne contient pas toutes les raies spectrales importantes. Par exemple, le critère de 1%, lui, il dépasse. Par contre, il surestime l'occupation spectrale. Ça veut dire il retient beaucoup plus de fréquences qui n'ont pas une réelle contribution dans le signal. Alors, là, une autre écriture de l'occupation spectrale, mais cette fois-ci en fonction de la déviation maximale de fréquence. Donc, puisque le delta F, la déviation max de fréquence, c'est le KFMAM. KFMAM, c'est bien le bêta fois petit fm. Donc, on pourra remplacer, donc, si j'ouvre ce produit, donc, vous aurez 2 fois bêta FM plus FM. Donc, bêta FM, ici, c'est delta F. Donc, je peux remplacer l'occupation spectrale de la bande de Carson, hein, la bande de Carson. Aussi, vous retrouvez pas mal de fois la formule qui utilise le delta F. 2 fois grand delta F plus FM. Donc, ça et ça, c'est la même chose. OK? Donc, ça, c'est pour un modulant simple sinusoïdal. Maintenant, ce qu'on fait pour un modulant quelconque, c'est on généralise ces résultats-là. On fait une extension de ces résultats pour calculer l'occupation spectrale pour un modulant quelconque. Donc, pour un modulant quelconque, donc on définit ce qu'on appelle l'indice de modulation généralisé par. Donc, le bêta pour le modulant sinusoïdal, c'était KFMAM sur FM. Là, pour un modulant quelconque, il devient le delta F sur F max. Delta F, donc c'est KFM valeur absolue de M de T max sur le F max qui est la fréquence maximale contenue dans le signal. Alors, l'occupation spectrale, dans le cas général, donc ça va être aussi une généralisation de ça, de cette expression, c'est-à-dire 2 fois delta F, déviation maximale de fréquence, sauf que la déviation maximale, là, on la calcule par le KFM valeur absolue de M de T max. Le plus FM, le FM, il devient plus F max. Que vous pouvez toujours mettre aussi sous la forme 2 fois bêta généralisé plus 1 fois F max. OK? C'est bon ici? Vous avez des questions pour l'occupation spectrale? Donc, dorénavant, dans un exercice, vous pouvez utiliser l'occupation spectrale, la formule donnée par la bande de Carson, hein, pour calculer le B. Vous avez des questions sur ça? Oui ou non? C'est bon? Alors, maintenant, venons-en à la démodulation du signal FM. Alors ça va être fait en exercice. Alors, vous avez 2 démarches possibles. D'abord, la première méthode, c'est par discrimination. Donc, il faudra déterminer la dérivée du signal FM, identifier le signal dérivé obtenu. En fait, vous avez trouvé qu'il correspond à un signal modulé selon un type de modulation particulier. Et du coup, vous allez après déduire le procédé de démodulation correspondant. Eh bien, sinon, la deuxième méthode, qui est la méthode la plus utilisée, tous les démodulateurs en fait de signaux FM, ils sont faits à base d'une chaîne de traitement qui consiste en un bloc IQ plus une boucle PLL. Donc ça aussi, ça va être, on va le faire en exercice. Hein. Alors, j'explique là pour la boucle PLL.
Donc, le schéma de démodulateur FM, vous avez SFM de T qui va attaquer ce qu'on appelle le bloc IQ. On va expliquer qu'est-ce qu'il contient après une boucle PLL. Alors, là, vous allez le faire en exercice. Donc, le bloc IQ, il consiste à faire quoi? Il prend le signal FM, il le multiplie par cosinus et moins sinus. Donc, par la porteuse, en phase et en quadrature de phase, vous obtenez ici RI et RQ. Après, vous filtrez ici avec un filtre en bande de base avec la fréquence de coupure alpha. Alors, alpha, c'est quoi? Alpha, c'est la fréquence maximale contenue dans le signal cos phi et sinus phi. Donc ici, comme c'est écrit ici dans la première question de l'exercice, en supposant que les signaux cos phi et sinus phi sont en bande de base de bande fréquentielle moins alpha, alpha hertz, vous allez essayer d'identifier les signaux SI et le signal SQ. Après, vous avez ici un bloc qui vous fait arc tangente de SQ sur SI. Donc, on divise SQ par SI, on déduit l'arc tangente de ça. OK? Donc, ça, c'est pour le fonctionnement du premier bloc. Donc, مدام ترجم سامحني oui. ترجم تعود لنا الألفا شنو هي؟ L'alpha, en fait, on suppose ici, le signal cosinus phi de t. Phi de t, il y a la phase instantanée d'un signal FM. Hein. Phi de t, il y a depuis KFM intégrale du modulant. On suppose que cos phi ou sinus phi, ce sont deux signaux, un dans le bande fréquentielle intermédiaire, moins alpha, alpha. OK? Donc, alpha, il y a la fréquence maximale, on parle cos phi ou sinus phi. Hein, ils sont supposés tous les deux occuper la même bande. OK? Donc, première question dans l'exercice. Si vous devez identifier SI et SQ, qu'est-ce que vous devez faire normalement? Comment vous allez procéder dans l'exercice? spectre وبعد نرجو. Voilà. Donc, l'idée, c'est تكتبوا RI de T, comme on a fait déjà, RI ou cos fois SFL. Vous essayez après, par, disons, analyse du spectre de RI, تشوف le filtrage, à la suite du filtrage, qu'est-ce qui va rester ici? La même chose pour RQ. Hein. Vous écrivez le RQ, hein, c'est SFM fois moins sinus. Hein. Vous faites des changements, qu'il y en a un comme cos fois cos, cosinus fois sinus, vous linéarisez. Hein. Après, vous voyez qu'est-ce qui contient le spectre, et là, par filtrage à la fréquence de coupure alpha, vous voyez qu'est-ce qui reste. Une fois que vous avez l'expression de SI, SQ, vous faites l'arc tangente et vous obtenez votre sortie U. Alors, ça c'est le bloc IQ. Et le bloc IQ. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, bloc IQ, il va vous fournir ici sa sortie, ça va être le U, hein, qui est là. Vous allez fournir ce U-là à la boucle PLL. La boucle PLL, c'est un composant automatique. Alors, après, on passe à l'étude de la boucle PLL. Alors, vous avez ce schéma-là. Donc, en fait, vous allez voir que le bloc IQ, il aura servi à extraire la phase instantanée. D'accord? Et du coup, la boucle PLL consiste, donc là, vous avez un sommateur. Là, vous avez un filtre de réponse impulsionnelle G de T. Alors, ici, vous êtes avec des systèmes où vous avez une rétroaction. Donc, vous avez un feedback de V de T. Le V de T, ici, il est injecté à l'entrée d'un intégrateur de constante ici KV. Alors, le phi E ici correspond à phi moins phi V. D'accord? Donc, pour identifier le signal de sortie de la boucle PLL,
D'abord, vous allez identifier le signal phi E, l'écrire en fonction de phi et V. Déterminer le spectre après de V en fonction de G de F et grand phi F. Grand phi F, c'est le spectre de phi de T lié à la phase instantanée du signal FM. Après, sous cette hypothèse-là, vous allez déduire l'expression de V de F puis V de T. D'accord? Alors, vous essayez de le faire maintenant, ça? Vous pouvez le faire maintenant ou on le laisse pour la prochaine séance? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous voulez qu'on... Oui? Madame, on peut la laisser à la prochaine séance ولا حاجة. ما لازم تحاولوا تعملوه معناها. لا سي معناها vous avez tous les détails hein. كان تحبوا نعملوه توا comment t'aider ولا معناها vous le faites et vous me donnez les résultats ولا تخليوا المرة الجاية. Ben. Alors, dans tout ce qu'on a fait, donc ça c'est les principales modulations d'amplitude et modulation FM. Normalement, on devrait maintenant attaquer les systèmes de transmission numérique. Donc, pour attaquer le numérique, d'abord, on va basculer maintenant avec, parce qu'on n'a pas encore vu comment calculer le spectre de signaux aléatoires. Donc, on va basculer un petit peu avec tout ce qui est étude des signaux aléatoires. Okay? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner déjà des exemples de signaux aléatoires? Je vous fais remarquer que tout ce qu'on a fait pour le moment, les études qu'on a faites, on a toujours utilisé des modulants qui sont déterministes. Déterministe, on a l'expression signal temporel, l'expression mathématique, je connais les valeurs du signal, disons, avec exactitude. OK? Alors, signal aléatoire maintenant. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de signaux aléatoires? Le voix. Voilà. La voix, la parole, c'est-à-dire réellement les signaux multimédia, les signaux d'origine physique, ils sont aléatoires. On ne peut pas mettre ça sous la forme ni d'un sinus, ni d'un cosinus. Hein. Ce sont des signaux qui comportent un aspect aléatoire. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres signaux aléatoires? À part la voix, le son, la parole. C'est clair, lorsque quelqu'un parle, on ne pourra pas mettre ça sous la forme d'un cosinus ou d'un sinus pur comme ça. Hein. Il y a un caractère aléatoire pour lequel je ne peux pas prédire à l'avance la valeur prise par le signal. D'accord? Est-ce que vous connaissez comme ça d'autres signaux aléatoires? Il y a d'autres grandeurs physiques qu'on pourra assimiler à une grandeur aléatoire. اللي ما نجمش نعرفها à l'avance.
Est-ce que vous avez d'autres exemples? Alors, en quoi différerait un signal aléatoire par rapport à une variable aléatoire? شنو الفرق بين signal aléatoire ou variable aléatoire d'après vous? Donnez-moi un exemple de variable aléatoire. شفتوا شي des variables aléatoires avant? Est-ce que vous connaissez une expérience ou des expériences qu'on peut décrire par une variable aléatoire? Vous n'avez pas comme ça en tête des variables aléatoires? Non, madame. ما شفتوش هكا حتى variable aléatoire? كنت في البلوبار. Comment? Comment? ما سمعتكش. ليلي حتى ليلي قل لي مثال. Par exemple, par exemple, vous avez étudié le fait, l'expérience jeter le dé. Vous obtenez la phase 1, 2, 3 jusqu'à 6. Cette expérience, donc je peux la décrire par une variable aléatoire. Le résultat de la phase obtenue. Est-ce que je peux le connaître à l'avance? Non. Donc, pour un signal aléatoire aussi, c'est un petit peu, c'est la même chose. Ce qui diffère ici en plus, c'est que vous avez une variabilité en fonction du temps. Par exemple, vous voyez sur cette courbe-là, pour un signal aléatoire, si vous l'observez, par exemple, une fois, sur l'oscilloscope, par exemple, une réalisation de ce signal, ça va être cette trajectoire. Vous l'observez, j'obtiens un graphique qui correspond à la variation de x en fonction de t, mais qui correspond à une réalisation. C'est comme si vous avez jeté le dé et vous avez obtenu la phase 1. Donc, pour un signal aléatoire, vous l'observez, vous observez une trajectoire. Si vous refaites la même expérience, encore une fois, avec un signal aléatoire, cette trajectoire ne sera plus la même. J'obtiens une deuxième trajectoire, donc une deuxième forme de x de t, un deuxième graphique. Puis je note ici x de t oméga 2. Donc, oméga ici, ça dénote la réalisation ou l'expérience dans laquelle vous avez observé ce signal-là. Si je refais mon expérience, je regarde encore une fois l'allure de x de t. Pour un signal aléatoire, vous allez avoir une autre forme qui n'est pas nécessairement la même que x de t oméga 1, x de t oméga 2. Donc, comme ça, vous avez plusieurs réalisations possibles du signal. D'accord? Donc, un signal aléatoire, vous pouvez retrouver l'écriture x de t directement ou bien x de t virgule oméga.
Oméga ici, c'est l'indice, c'est comme si vous écrivez avant grand X de oméga, c'est la réalisation, c'est l'expérience qui a été réalisée. Donc, à chaque fois, j'ai une forme pour X de t. Je n'ai pas la même forme. X de t ne garde pas le même traçage, le même tracé en fonction de t lorsque je bascule d'une réalisation à une autre. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est bon? Madame, juste la réalisation, هي شنو بالضبط؟ الرياليزاسيون هي الاكسبيريونس اللي خلاتك تشوف مثلا supposons chacun de vous il prononce la lettre A, ok, et vous enregistrez le son audio qui correspond à cette lettre-là ou bien à un mot particulier, bien qu'il s'agisse de la même lettre. Mais vous allez obtenir différents tracés pour les signaux audio correspondant à votre prononciation. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui, madame. Même par rapport à une seule personne. Tu t'enregistres plusieurs fois en prononçant la même chose. Une fois, vous allez avoir un tracé. Une deuxième fois, vous allez avoir un autre tracé qui n'est pas nécessairement le même, qui peuvent être plus ou moins proches, mais ils sont aléatoires. D'accord? Donc, réellement, et la plupart des signaux qui transportent de la vraie information, ce sont des signaux aléatoires. Accolés. Un signal qui est déterministe réellement, il ne transporte pas de l'information parce que je peux le prédire. Je peux prédire sa valeur, je peux la connaître à l'avance. Alors que pour un signal aléatoire, chaque nouvelle valeur, elle transporte, elle emmène de l'information. Donc, la représentation de signaux aléatoires, elle est très importante pour tout ce qui est la théorie de l'information et de la compression de signaux, etc. Donc, en général, on se penche sur l'étude de ces signaux aléatoires lorsqu'on a en général affaire à de la compression de signaux, à comment transmettre des signaux aléatoires. Donc, réellement, le cas pratique, même si on a développé tout ce qu'on a vu là pour la modulation, c'est le cas déterministe, mais le cas réel, ça serait maintenant de basculer avec des signaux aléatoires. Et on montre que les mêmes techniques de modulation restent valables sur les signaux aléatoires, sauf que vous allez avoir d'autres, d'autres méthodes pour étudier les spectres, etc. Donc, un signal aléatoire, donc il faut que vous compreniez qu'est-ce qu'une réalisation par rapport à un signal aléatoire. Donc, c'est une trajectoire possible, c'est un tracé possible du signal qui est relative à une expérience. C'est comme si vous avez jeté le dé, vous avez obtenu la face 1. Sauf que là, pour un signal à valeur continue, comme pour une variable aléatoire à valeur continue, je ne peux pas cerner toutes les valeurs prises par x de t. Je ne peux pas les connaître à l'avance. Ça ne se trouve pas dans un ensemble discret, donc ça peut valoir une infinité de valeurs à la limite. Mais avec une certaine densité, avec une certaine probabilité. Donc, là, si on fixe maintenant le temps t0, vous voyez le temps t0, alors, l'échantillon x de t0, c'est cette valeur-là en vert, sur la courbe 1. Sur la courbe, sur la réalisation 2, la valeur de x de t0, elle a changé ici. Elle prend cette valeur-là. Sur la réalisation 3, elle a pris une autre valeur. Donc, à un instant donné, x de t0, il se comporte comme une variable aléatoire. Une variable aléatoire qui change de valeur, d'accord, de façon imprédictible, mais que je peux mesurer les statistiques, la probabilité
de cet échantillon-là. OK? Donc, par exemple, ici, vous avez des tracés, plusieurs réalisations du même signal aléatoire. Vous voyez, vous avez de la X1, première réalisation, X2, X3, vous avez jusqu'à Xn réalisation. Vous voyez ici la valeur de l'échantillon à un instant donné, elle fluctue, celle qui est en rouge. Là, elle vaut cette valeur. Là, elle prend cette valeur-là. Donc, le signal, à chaque instant, l'échantillon X de T, I, voilà, X de T0, il dépend. C'est une variable aléatoire qui a une certaine statistique. OK? C'est bon ici pour les signaux aléatoires? Oui, madame. Par exemple, vous prenez le CG. Le CG, c'est le signal électrocardiogramme. C'est-à-dire le signal électrique, électrophysiologique du battement du cœur. Eh bien, même pour une personne, vous pouvez avoir plusieurs réalisations de ce signal-là. Ça ne bat pas toujours de la même façon, vous avez des variabilités, c'est-à-dire ce n'est pas un signal qui repasse toujours par les mêmes valeurs. Donc, il y a un certain caractère aléatoire et c'est comme ça qu'on doit approcher tous les signaux physiques. Là, ce que vous avez ici, ça, ce sont des tracés de signaux EEG. Signaux EEG, ce sont les signaux électriques, électroencéphalogrammes. Ce sont des signaux qui traduisent l'activité électrique dans le cerveau, dans une zone bien déterminée. En général, vous avez plusieurs électrodes pour enregistrer ce même signal. Et vous voyez que d'une électrode à l'autre, la valeur du signal, elle change. Donc, vous avez plusieurs réalisations de votre signal. Vous n'avez pas les mêmes valeurs à chaque instant. D'accord? Alors, donc là, j'insiste sur le fait, il faut que vous compreniez donc qu'à un instant donné, X de T0, ici, c'est plus une valeur que je peux connaître pour un signal. Plutôt, ça devient une variable aléatoire. Le domaine des signaux aléatoires, c'est pas que, disons, des signaux qui peuvent relever du domaine de la physique, de l'électronique, de la transmission. Par exemple, en économie, tous les indicateurs économiques, réellement, ils sont traités comme étant des signaux aléatoires sur lesquels on peut faire de la prédictibilité, etc. C'est pour ça qu'on doit être capable de caractériser ces signaux pour lire les informations qui nous intéressent et faire des prises de décision. Le nombre aussi, dans tout ce qui est les systèmes biologiques, le nombre, par exemple, des infectés dans une épidémie, le nombre de ceux qui guérissent et tout, ils sont traités comme des signaux aléatoires. C'est pas quelque chose de déterministe, donc on fait de la prédiction sur ça. Vous avez là des trucs sophistiqués qu'on peut mener sur ce genre de traitement. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez ici pour un signal aléatoire, donc comme je viens de le dire, à un instant donné, X de T0, c'est plus une valeur du signal, mais il se comporte comme une variable aléatoire qui peut valoir un certain nombre de valeurs. Et lorsque je fixe la réalisation, donc pour une certaine réalisation de mon expérience, pour avoir le signal pour oméga égale oméga i, le X de T oméga i, là, ce que je vois ici, le tracé de X de T1, c'est une réalisation ou bien c'est une trajectoire du signal X de T. Bien sûr, ici, pour un signal à valeur continue, ce tracé, il peut valoir une infinité de valeurs. Vous avez pas mal de trajectoires par lesquelles le signal peut passer. Toujours, ça peut différer d'un instant à l'autre. Donc, à la limite, on peut voir
le signal aléatoire x de t comme une famille de variables aléatoires indexées par le temps. OK? Donc, vous, pour la variable aléatoire, vous la notez grand X. Hein? Jetez le dé, cherchez la boule parmi plusieurs boules. Ça, ce sont des variables aléatoires dont le mot signal aléatoire, ce qui est nouveau par rapport à variable aléatoire, c'est la dépendance en fonction du temps. Donc, on pense qu'il y a une certaine forme intelligente pour la variabilité de ce signal, c'est-à-dire cette valeur-là, à l'instant t0, sa valeur, elle va dépendre de celle d'avant et celle d'avant. D'accord? Alors, comment, d'après vous, on pourra donc caractériser un signal aléatoire, d'après vous? Quels sont les moyens dont vous disposez pour connaître une variable aléatoire ou un signal aléatoire ici, comme c'est le cas ici? En général, comment vous caractérisez une variable aléatoire? Une variable aléatoire, est-ce qu'on peut connaître les valeurs à l'avance de la variable? Non. Non. Par contre, qu'est-ce qui vous donne, quel est le moyen de mesure d'information sur une variable aléatoire? Comment vous pouvez avoir le maximum d'informations sur cette variable? C'est à travers sa distribution. Voilà, sa loi de probabilité. Quand on fait loi de probabilité d'une variable aléatoire, sachez-le, vous avez en possession le maximum d'informations que vous pouvez avoir. C'est pour ça, on appelle ça la mesure de probabilité. Parce qu'avec la probabilité, on mesure les valeurs prises par les échantillons d'une variable aléatoire ou d'un signal aléatoire. Donc, pour tout ce qui est aléatoire, le moyen le plus puissant, c'est lorsque le maximum d'informations sur le signal aléatoire ou la variable aléatoire, vous allez l'avoir si vous connaissez sa probabilité. Vous dites, par exemple, loi discrète, vous dites, je sais que P de x égale xi, il vaut par exemple un quart. Donc ça c'est une information qui est très importante et qui sera utilisée pour pas mal de traitements sur un signal aléatoire. Donc de la même façon, pour un signal aléatoire, la mesure d'information sur ce signal, elle va passer par la distribution ou la loi de probabilité. Un signal aléatoire, donc, il est caractérisé par ce qu'on appelle sa distribution au premier ordre. Ce que je note ici, grand F, indice x de t de alpha, donc c'est la distribution de x de t, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à alpha. C'est ce que vous appelez aussi la fonction de répartition. Vous avez vu ça en probabilité, hein, Colette? Oui. Ok. Donc ça, c'est la fonction de répartition ou la distribution. D'accord? Vous savez bien sûr qu'à partir de cette fonction de répartition, je peux déduire la densité de probabilité, hein, Colette? Il suffit de dériver ça par rapport à alpha. Une densité de probabilité, à part DDP, là, je mange la fonction de répartition ou la distribution en intégrant sur moins l'infini alpha. Vous connaissez tout ça, hein? Colette? Tout ce qui est fonction de répartition, densité de probabilité. Hein? Donc là, ce qui est un petit peu différent par rapport à une variable aléatoire, c'est que densité heavy, grand F de xt, elle va dépendre aussi du temps, en fonction du temps. Par exemple, vous voyez ici sur le schéma,
Là, vous avez le traçage d'une réalisation d'un bruit à distribution uniforme. OK? Là, à la limite, je ne vois pas sa probabilité. Ça, c'est une réalisation. On a eu une réalisation ici de longueur 1000 échantillons du bruit. Alors, si on trace la densité de probabilité de ce bruit-là, alors, elle est tracée ici, dans ce graphe-là. Vous voyez? Là, elle est retournée, la courbe. Vous voyez que ça correspond à une densité uniforme. Pourquoi? Parce que vous obtenez une densité constante sur les différents intervalles de variation. Par exemple, là, dans la deuxième figure, vous avez une réalisation d'un bruit gaussien qui suit la loi gaussienne. Hein? Si je trace, si on approxime la densité de probabilité par histogramme, par calcul d'histogramme de cette réalisation-là, vous obtenez, regardez, ça c'est la répartition des valeurs, vous voyez, entre l'intervalle -1 et 1. Donc vous obtenez la courbe en cloche. La courbe en cloche, bien sûr, c'est la gaussienne. Vous avez déjà vu la densité gaussienne en maths? Oui, non? مازلنا مدام. باش نشوفوها كيفاش. اي باش نشوفوها في البروغرام مدام مازلنا ما قريناهاش. Ben. Alors, donc ça, ce que vous voyez ici, c'est la densité. Hein, donc, vous voyez, d'après l'allure de la réalisation du signal, je ne peux pas juger qu'il s'agit d'un signal qui est gaussien. Hein, il faudra afficher sa densité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je viens de le dire, le moyen le plus informationnel sur un signal aléatoire ou une variable aléatoire, c'est sa loi de probabilité, distribution de termes. Quand tu as distribution de termes, tu as un maximum d'informations à lire. OK? Alors, pour un signal aléatoire, il y a quelque chose d'un peu plus informatif que ça. D'abord, il faudra se mettre en tête que, par exemple, si la probabilité est une fonction de répartition de premier ordre, باش تعرفها pour un signal aléatoire لازمك تعرفها pour tout temps t. معناها مثلا نجمو تلقاو x à l'instant 1 seconde qui a une fonction de répartition d'une loi uniforme. Par exemple, à l'instant 2 secondes, x de 2 secondes, sa loi, elle devient une gaussienne. Donc, réellement, la différence avec une variable aléatoire, pour un signal aléatoire, la densité, elle va changer en fonction du temps. À chaque instant, normalement, vous avez une densité. La densité de probabilité ou une certaine loi de distribution. Ce n'est pas nécessairement la même. Alors, un peu plus complet pour un signal aléatoire. Dans le signal aléatoire, comme je viens de le dire, par rapport à une variable aléatoire, on suppose qu'il y a une certaine intelligence dans la façon avec laquelle le x de t varie. X de t, il ne varie pas de façon complètement aléatoire, hein, même si je ne peux pas avoir le tracé exact de la fonction, mais NARF, par exemple, si je passe par ces valeurs-là à cet instant-là, c'est qu'après, je ne vais pas passer une valeur qui vaut 100, par exemple. Hein. Du coup, vous avez une certaine, ce qu'on appelle la corrélation, un certain lien statistique entre les valeurs en fonction du temps. La valeur prise par l'échantillon, par exemple ici, à l'instant 600, ça va dépendre des valeurs prises à l'instant 500, 400. Ce n'est pas indépendant. Ce ne sont pas des variables aléatoires indépendantes. Il y a une certaine intelligence, un certain lien statistique dans la génération de cette forme aléatoire. C'est pour ça que le moyen le plus informatif sur un signal aléatoire, ça va être ce qu'on appelle la distribution conjointe d'un signal aléatoire. Donc, la distribution conjointe, c'est la distribution
du signal à l'instant T1, T2 jusqu'à Tn. Vous prenez la distribution, la loi de réalisation conjointe de ces différents échantillons à différents instants. Donc, ça, c'est le moyen, disons, le plus complet pour connaître un signal aléatoire, mais on s'en doute un petit peu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours avoir. Hein. C'est très difficile, voire impossible, de déduire cette distribution pour n'importe quel choix des instants T1, Tn, quel que soit n et quel que soit alpha 1, alpha n. D'accord? Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour un signal aléatoire, vous avez le caractère aléatoire, mais vous avez aussi donc le caractère évolutif en fonction du temps. Hein. Donc, si je me trouve à l'instant, je ne sais pas, une seconde à une valeur de 0,5, c'est que j'étais influencée par les valeurs qui ont été précédentes, par exemple, par la valeur du signal à l'instant 0,5 secondes, 0,1 secondes. Donc, vous avez une certaine forme temporelle qui est cachée dans ce signal aléatoire. Donc, c'est ce qu'on décrit ici par, on montre qu'il y a une certaine corrélation temporelle entre x de T1 et x de Tn. D'accord? C'est bon ici? Vous voulez qu'on revienne dans 10 minutes? D'accord, madame. Vous voulez prendre une pause de 10 minutes? Bien, madame. Ok. Allez, à tout à l'heure.